donc, on a collecté un ensemble de questions, qui ont été posées par les différentes personnes qui ont participé. Et je remercie beaucoup l'audience pour leur participation et les questions qu'ils ont posées. Donc, des questions, je vais commencer par des questions plus dirigées vers nos intervenants de Safran. Alors, j'ai personnellement peut-être certaines questions que je vais leur poser. Et, ce que je voudrais aussi demander au professeur Woods, de pouvoir aussi apporter des réponses, si possible, en tout cas d'avoir son retour des différentes interventions qui ont été présentées aujourd'hui. Donc, tout d'abord, peut-être avant de poser les questions, professeur Woods, quel est votre ressenti de ces différentes interventions? On a eu quand même des leaders qui ont présenté leur gestion de crise, des décideurs, des multinationales, de différents niveaux, et donc du coup à différents niveaux. Et je voudrais avoir votre retour d'expert dans le domaine et de chercheur sur la question. Thank you. It was very nice to hear, as I've heard and worked with leaders in many organizations, in this particular shock event that spreads its tentacles so wide and for so long around the globe. It is extreme in that sense, yet its scale should not hide from us the fact that events like this are occurring at wider scales with more interconnections that are hard to foresee in building our business continuity plans, et cetera. So the first thing I wanted to comment on is stepping back and reflecting on the presentations. We see what we've seen many times before, and that is whatever you planned in terms of resources, capabilities, procedures, et cetera, the scale at which shock events happen now will quickly exhaust what you've provisioned in advance when you focus on it as resources per se. In the classic, as hurricanes in the US, for example, get bigger, we provision a certain amount of physical supplies. And in the big one in the US called Hurricane Sandy, it quickly exhausted those plans. And so much of the analysis of what leads to resilient performance was initiative and innovation when you ran out of what was planned for in terms of what resources would give you an ability to ride out the shock event and its consequences. In many ways, you can see the emergency medicine as a model, more than a metaphor, where we talk about beyond surge capacity. So we heard the businesses talk about their surge capacity, to use the medical analogy, and how the event went well beyond their surge capacity. The Texas energy collapse, no one thought of a collapse happening over 5 days. No one thought of the extended duration, even though it had happened every 10 years before. Right? They still underestimated what they provisioned for in terms of backup resources and how to flow more things in. The hack of Colonial Pipeline, which now has become a critical pathway in gas supplies in the eastern and southeastern United States. No one thought about that and how it would spread and linger for multiple days with larger consequences. So the classic work in resilience engineering says you plan for your deploy, mobilize, generate sequence. So it's deploy, mobilize, generate. You will run out of deployable assets in expertise, right? And novel things will emerge as what's critical when you experience these events. So the next thing is mobilization. And we heard the business leaders talk about how they mobilize new capabilities and resources to deal with the new challenges that arose for their business in the societal and pandemic context. But they also illustrated that you had to go a third level in terms of bringing to bear new capabilities, and that was they had to generate. And what did they draw on to generate new capabilities that they could mobilize and then deploy?
So one of the simple lessons for real organizations as you do your business continuity planning, et cetera, is to think through this simple logic that's time-based of what's deployable. As you see the signs of that running out, what have you set up to mobilize? As you see new things arise, what do you have to generate? And so you go generate, mobilize, deploy, mobilize, generate. A very simple way, and it's a way to greatly enhance your business continuity planning process. Why is that important from this case? Because I hate to say this to everybody, but you will experience more shocks. They won't be at this global scale probably, but you will experience more shocks and not too far away. Remember, right now, it's 10°C warmer in Siberia than it is in France. 10°C warmer in Siberia, right? Extreme weather events will occur at a scale and tie together interdependencies. Two, the critical digital services was mentioned as cybersecurity, but it doesn't have to be hacks, right? You're tying together more and more to create new capabilities, and that relies on digital infrastructure. So problems that affect digital infrastructure will echo widely, quickly, right? And create situations that have much of the feel, even though it's a smaller scale than a global pandemic, but it will have the feel that was described in the company's abilities to react to these situations. So we have to go and recognize the revision and extension that has to be built into your business continuity plans. It's not simply having a set of protocols and mechanisms to put certain teams together. It's how do you put those into action? So they are necessary steps, but a lot of the action, when we study real examples in the past of business organizations responding to shock events, it's a lot of the things that go beyond those formal resources, the formal organizational shifts that turn out to be the critical assets. And as I said, and it's fundamental in the science behind this, it all depends on what you built into your organization in advance. Notice several people put trust up as important. If you don't have trust across roles and levels, creating it in the middle of the crisis is very, very difficult. So investing in trust across roles will enable you to respond effectively when you have to mobilize and generate new capabilities. If you also have to build trust at the same time. That's just one simple example of the fundamental principle that I talked about. I joked to the translator that I think I could do 2 weeks of a class on the material and ideas and examples that our business leaders shared in the processes that they went through to cope with this pandemic. So I thank you for that. Unfortunately, most of my students around the world, they speak lots of languages and sometimes it's French, but not always. Bien, merci beaucoup, professeur Woods, pour ce retour. Donc, pour rebondir effectivement sur les services d'urgence que vous avez cités à un moment de votre petit discours, je vous en remercie. Je rebondis sur cet élément pour dire effectivement que la rubrique de demain après-midi, donc demain matin aux États-Unis, du coup, se traitera justement de cette question des services d'urgence et du domaine médical plus généralement, et pour pouvoir justement voir quelles sont les capacités de résilience qui ont été développées par cet autre type de risque. Donc, ce serait intéressant de pouvoir croiser les regards autant entre scientifiques et professionnels, mais aussi entre les différents milieux à risque qui peuvent exister, donc tirer des apprentissages collectifs. One other thing I'd like to mention for everybody listening in, that was, if you reflect on the discussion we just had, and step back and look at it, I think we heard in the presenters' voices, as well as what they covered, that they had to confront, as upper management, with a kind of basic uncertainty that we normally study in terms of physicians in an emergency, or pilots in a non-normal situation, or military leaders in a critical situation under time pressure.
They had to deal with an experience in a very tangible, fundamental way, a different kind of uncertainty than is normal for upper management to deal with as they try to organize and grow and succeed economically in a competitive, changing world. And the uncertainty and how you cope with uncertainty and the struggle to cope with uncertainty. You can't be sure that your decisions are going to have the desired impact. You're not sure the next set of events will reduce the challenge or make the challenge bigger that you have to cope with. And this is what we normally study at what we've often called the sharp end of practice, where operational people confront critical situations. And I think it's a lesson for all of us when we evaluate other kinds of critical incidents. And we tend to be very judgmental about how frontline operators perform. It's very easy after the fact to miss the fundamental tension that uncertainty creates. And I think we heard that very vividly. Normally I hear it vividly from operational people like pilots and doctors. But here we heard it from key leaders of major organizations. And I think that's a very, very interesting thing to come across to people and to think more about what it means in a time-pressured way as events are unfolding, to try to cope with those and make decisions that have a combination of having an impact, but are also tentative and can be modified. And again, I would recommend to the French audience that Samuel de Champlain specifically talked about this when he talked about what it meant to demonstrate prévoyance. I think it went beyond the narrower, important meaning of it, to say that he had to keep open a horizon for modifying actions and directions because of how he had to cope with the uncertainty in his opportunity, but also an opportunity where accelerating change and uncertainty was going on. So thank you. Merci beaucoup, professeur Woods. Alors, si ça vous va, nous allons passer aux questions de nos audiences, de notre audience. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Alors, autant au niveau de l'audience que moi-même, certaines questions que j'ai relevées. Donc, peut-être commencer par les miennes avant de passer aux questions qui ont été posées par l'audience. Donc, tout d'abord, merci beaucoup encore pour nos intervenants du groupe Safran. Donc, voilà 3 questions que j'ai retenues, que je voudrais en tout cas vous poser. C'est tout d'abord, vous avez parlé des plans de continuité d'activité qui étaient insuffisamment dimensionnés. Et donc justement, sur ces plans, finalement, c'est des outils. Voilà, on sait bien que les outils sont souvent adaptatifs et évolutifs. Donc voilà, je voulais avoir une question sur comment vous avez fait évoluer ces outils-là dans le temps et quels leviers et freins vous ont permis de le faire. Aussi, sur cette question-là, parce que vous avez parlé d'outils finalement qui étaient situés à différents niveaux. Sur la question des réseaux entremêlés et superposés de professeur Woods. Donc finalement, ces outils développés à différents niveaux, entre les outils de la société centrale, puis les outils développés au sein des filiales, quels étaient les liens entre eux, comment ça a été déployé. Toujours sur la question un peu plus sur la question des signaux faibles, finalement, vous avez parlé de l'activation de la cellule de crise. J'aimerais savoir, voilà, ça a été activé assez tôt, finalement, par rapport à tel que la crise a été vécue en France. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a permis de le faire. Et enfin, une dernière question, sur cette question de rituel que vous avez essayé d'instaurer au sein de votre entreprise. Cette question de rituel est assez intéressante. Et donc, du coup, je voulais vous poser, est-ce que vous avez constaté qu'à travers ces rituels-là, est-ce qu'il y a une construction d'un récit, d'une narration de l'expérience vécue collectivement au sein de votre entreprise et qui agit sur votre capacité de résilience collective. Voilà, merci. Bien, Bernard Houllier, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ouais, je vais reprendre déjà votre première question qui était relative au plan de continuité d'activité. Donc, dans notre système de gestion des risques, nous bâtissons des plans d'action par rapport à des scénarios de crise, comme imagine, comme potentiellement probable,
avec un niveau d'impact sur la société. Donc, dans le cadre de l'épidémie, je vous ai dit que nous avions, alors pour Safran et Craft Engine, deux scénarios qui avaient été imaginés, un qui correspondait à un taux d'absentéisme de l'ordre de 30% pendant plusieurs mois sur un ou deux sites. Et le deuxième scénario que nous avions imaginé, c'était la fermeture d'un site. D'accord? Donc, ce plan de continuité d'activité avait été basé là-dessus. Bon, évidemment, ce qui est arrivé avec le Covid-19 a largement dépassé ces deux scénarios, hein, puisqu'ils étaient ils étaient limités à un site de base à un plan d'action plus général, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils n'étaient pas dimensionnés à l'ampleur de la crise que nous avons vécue. Donc, nous avons adapté rapidement pour faire face à la crise. Nous n'étions pas en face de 30% d'inactivité, enfin d'absentéisme sur un site. Nous étions en face d'une décision que nous avons prise, hein, d'arrêter les sites et de ne redémarrer que sur des activités essentielles. Donc, nous avons pris la décision de, temporairement, hein, par absence de l'ordre de 80%, avec activité partielle. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais nous avons adapté en fin de compte nos plans d'action par rapport à des décisions, hein, qui étaient induites par la crise, mais qui étaient largement plus fortes que ce que nous avions imaginé dans nos différents scénarios pendant la crise. Ok, très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Et donc, du coup, je vais peut-être passer aux questions posées par notre audience. Moi, que vous vouliez répondre aux autres questions que j'avais posées, effectivement. C'est lesquelles, vous vous rappelez Alors, bon, je regarde une plus particulièrement sur la question des rituels que vous avez instaurés en interne et au travers de vos différentes organisations. Et du coup, si je peux me permettre de reposer la question, c'est est-ce que finalement, à travers ces rituels ou ces occasions de rencontre entre les différents acteurs, vous avez constaté la construction d'un récit du vécu? C'est-à-dire comment les groupes Safran a réussi ou n'a pas réussi à gérer la crise et qu'est-ce que ça a créé comme voilà, une structure narrative, on va dire, de la crise qui vient justement agir sur la résilience de l'organisation, en tout cas telle qu'elle est vécue par les acteurs. Alors, je pense que les rituels qui ont été mis en place dans la gestion de crise au travers des cellules de crise, mais également alors à tous les niveaux, au niveau du groupe, au niveau de la société, au niveau des sites, je pense que si on peut retenir quelque chose qui a été créé au travers de ces rituels, c'est à la fois la mobilisation des équipes et le travail et le soutien inter-équipe, vraiment une solidarité qui s'est créée. Bernard évoquait des initiatives locales pour aider des structures externes à l'entreprise. Ça a fait partie de l'histoire de cette période. Mais pour l'interne, moi, je retiens une collaboration très forte qui a marqué ces mois de crise particulièrement forts sur le premier confinement. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Alors, je vais passer aux questions de l'audience. Donc, on a une première question de Lara Poitrin qui demande à M. Houlier, est-ce que le numéro vert et l'écoute psychologique qui ont été créés ont été beaucoup utilisés? Quels ont été les retours? Et si une nouvelle crise se présente, est-ce que vous remettez en place la même organisation? Alors, pour répondre, le numéro vert, il a été assez utilisé au début de la crise, lorsqu'il y a eu la décision lorsqu'on a pris la décision de mettre partiel les salariés. Pendant un mois, le numéro vert a servi de vecteur d'information assez régulier. On a eu beaucoup de contacts et au fil du temps, le recours a été moins fort. Alors, je pense que c'est aussi parce que les salariés ont réussi à mettre en place un réseau, hein, avec leurs collègues, managers, et ce qui fait que ce qu'apportait le numéro vert en termes d'information générale n'était plus intéressant. Mais au début de la crise, c'était assez utilisé. Pour la partie soutien psychologique, il y a eu quelques contacts, hein, pas très nombreux vu le nombre de salariés, on est 12 000. Par contre, il y a eu, pareil, au début de la crise, pas mal de contacts, plutôt pour répondre à des inquiétudes des salariés.
Donc, c'était une inquiétude qui était basée sur la crise sanitaire d'une part. Il y avait certaines personnes qui étaient effectivement effrayées par le virus, mais il y avait aussi un gros impact économique, hein, avec une incertitude sur nos activités et sur notre devenir. Par contre, elle a été assez peu sollicitée, mais elle a été sollicitée quand même. Donc, je pense qu'elle a répondu à certains besoins. Ouais, si je peux Gilles Garzinski, ici. Ouais. Pardon. juste Si je peux me permettre, je voulais compléter un petit peu les réponses sur la structure narrative dont vous parliez. Oui. Peut-être pour dire que, quand même, globalement, la crise sanitaire en elle-même a toujours été remise dans un contexte plus global. Hein. Et le groupe a beaucoup communiqué sur le forme de danger que courait le groupe, compte tenu de la chute tellement importante de l'activité. Et donc de créer des mécanismes de solidarité entre nous, entre toutes les filiales, et avec des discussions très avancées au niveau groupe avec les partenaires sociaux, mais pas exclusivement, aussi avec le management, mais beaucoup avec les partenaires sociaux, avec une très grande fréquence, et de dire, si on ne se prend pas en main collectivement, le groupe est réellement en danger. Et donc remettre les gens aussi au travail autour de ça, parce qu'il y avait quand même peur au départ. Donc il y a tout un ensemble qui a fait que les mécanismes à la fois de communication, mais aussi de solidarité se sont mis en place. À titre d'exemple, on a demandé à tous les qualificailleurs de donner des jours de congé aux personnes en chômage partiel pour atténuer la perte financière des personnes qui étaient en chômage partiel au départ. Donc ça montre à la fois la solidarité, mais aussi le fait que ces personnes reviennent pour le travail, parce que le système a forcément une limite. Donc, mais l'idée quand même, c'est que tout le monde était un peu dans le même bateau, et que tout le monde n'était pas non plus exposé au même risque de chômage partiel. En production, compte tenu de la crise sanitaire, de fait, ne sont pas éligibles au télétravail. Donc, c'était important de montrer que tout le monde était, encore une fois, dans le même bateau et se serrait les coudes, et qu'en même temps, la situation ne pouvait pas non plus durer excessivement longtemps. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour, et je trouve qu'il se complète très bien avec justement un élément qu'avait abordé M. Ollier auparavant. Justement, comme vous dites, c'est que finalement, il y a cette dimension un peu collective de la crise qui a été vécue. Les gens se sont serrés les coudes, on était tout le monde dans le même bateau. Et en même temps, peut-être que ça rebondit aussi sur la dimension qu'a présenté M. Ollier auparavant, c'est-à-dire qu'il y avait un outil, un numéro vert qui a été mis en place, donc un outil un peu formel, un peu plus créé par les directions pour les salariés, mais en même temps, il y a un réseau, voilà, un peu plus de manière informelle qui s'est créé entre les salariés. Et donc, du coup, ça montre aussi, finalement, cette nature émergente, finalement, du collectif pendant les crises. Et donc, voilà, c'est un élément que j'ai trouvé assez intéressant. Merci beaucoup. Alors, je passe à une deuxième question de notre audience, donc toujours pour le groupe Safran, de Laura Zinatiran, qui vous remercie pour votre présentation. Et face à cette perte de lien social, quels exemples de mesures de votre plan d'action avez-vous mis en place pour maintenir, voire renforcer la cohésion, l'esprit d'équipe entre vos collaborateurs? Et avez-vous eu un retour des collaborateurs sur l'efficacité des mesures de ce plan engagement et leadership? Oui, alors merci beaucoup pour cette question. Alors, il est un petit peu tôt pour faire un retour d'expérience sur les mesures mises en place. Cet axe engagement et leadership, on l'a mis en œuvre à l'arrivée de notre président au mois d'octobre. Donc, on a commencé à travailler dessus à la fin de l'année et on a commencé à mettre en œuvre les premières actions au mois de décembre et sur les premiers mois de cette année. Donc, c'est un petit peu tôt pour faire un retour d'expérience. Quelques exemples qu'on a pu mettre en place pour garder le lien. On a beaucoup de au sein de l'entreprise. Pour ceux qui connaissent, on a des QRQC journaliers qui permettent d'aborder des sujets de production, de disponibilité de pièces, par exemple, quand on est sur un atelier de production. Ces QRQC ont été mis en place virtuellement pour les secteurs qui en avaient et qui étaient tous en travail à domicile. Donc, le maintien de ces rituels a permis de maintenir le lien. Certains secteurs ont également testé des cafés virtuels qui ont permis de faire des moments de pause, de convivialité, des gens qui étaient au cadre, puisqu'on a aussi un certain nombre de salariés
qui se sont confinés dans une maison secondaire, par exemple, pour avoir de meilleures conditions de travail. Donc, il y a eu plusieurs initiatives comme ça de partage de playlists, par exemple, au sein d'une équipe pour créer des moments de convivialité et donc des rituels qui permettent de maintenir le lien. Pour autant, effectivement, il est un peu tôt pour avoir un retour d'expérience sur ces différentes initiatives. Ok, merci beaucoup pour votre retour. Donc, je vais poser une dernière question, du coup, de la part, cette fois, de Madame Lebris, Sophie Lebris, qui vous pose la question, dans votre plan d'action engagement et leadership, le groupe de travail a-t-il fait émerger d'autres leviers pour donner du sens? Alors, on travaille sur beaucoup de sujets qui adressent les sujets d'engagement et de leadership. Sur le donner du sens, on a beaucoup travaillé, comme je vous le disais tout à l'heure, sur des rituels de communication et des rituels de communication. Le point sur lequel on travaille actuellement, c'est la gestion des priorités, parce qu'on l'a identifié dans les retours de nos enquêtes sur la difficulté de charge CAPA qu'on peut rencontrer dans une période d'activité partielle. On est rentré dans une période d'activité partielle longue durée jusqu'à la fin de l'année. Ce point d'expliquer et de savoir prioriser pour donner du sens à l'activité essentielle et à ce qui peut être mis de côté dans une période où on n'est pas en travail à 100%, nous est apparu comme un des points essentiels. Donc, c'est un autre levier qu'on travaille actuellement avec le groupe Engagement et Leadership. Alors, merci beaucoup pour vos retours. Alors, je vais cette fois passer, si ça convient à tout le monde, aux questions quelques questions à poser. Je voudrais poser cette fois à M. Gauthier, Jean-Michel Gauthier d'AxoNovel. Donc, c'est plus des questions, on va dire, je vais peut-être commencer par les questions que j'avais identifiées à mon niveau, avant de passer aux questions très intéressantes aussi mises par notre audience. Donc, une première question que je voulais poser, c'est, alors, qui est peut-être aussi une question à adresser à Safran en tant que multinationale, qui ne se limite pas à AkzoNobel. Merci pour vos témoignages. On a eu aujourd'hui la chance d'avoir deux multinationales, deux dirigeants et directeurs, leaders finalement, de multinationales qui renvoient bien à cette dimension des réseaux entremêlés et superposés, finalement. Et ce que je voulais poser, c'est finalement, comment avez-vous perçu cette superposition, cet entremêlement de niveaux, de réseaux en tant que multinational, voilà, plus spécifiquement en tant que directeur du multinational, ou comment votre structure en réseau, finalement, a favorisé votre résilience collective, a favorisé ou a endommagé, par exemple, l'identification de signaux faibles, le partage d'informations et finalement d'articulation entre ces différents niveaux lors de la gestion de crise. J'aurais aussi une deuxième question, c'est comment avez-vous finalement perçu le rôle de l'humain dans votre capacité de résilience? Si on reprend toujours les termes mobilisés par le professeur Woods, c'est avez-vous identifié des comportements émergents, des snafu catchers, finalement, comme le décrit le professeur, pour reprendre son terme, qui a participé dans votre capacité de résilience? Et enfin, une dernière question pour ma part, c'est comment les divers scénarios qui ont été développés, j'ai remarqué que c'était le cas pour les deux intervenants, ont été développés et comment ils ont participé dans votre construction de sens lors de l'événement comme pendant son déroulement. Merci. Monsieur Jean-Michel. Oui, merci monsieur Laouni pour la question. Bon, alors, tout d'abord, la question de l'enchevêtrement des différents niveaux. Alors effectivement, dans une multinationale, on a la composante typiquement pays, la composante groupe, et au milieu, on a typiquement la composante business unit ou division. Et c'est vrai que les trois dimensions doivent être coordonnées. Donc, dans notre cas, et elles le sont en mode de fonctionnement normal, hein, déjà, on ne part pas de zéro. Ce qui était important, à mon sens, durant cette crise, c'est de protocoler les points de contact. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des contacts réguliers
entre les 3 niveaux, mais les conditions changeantes liées à l'environnement, la nécessité de prendre parfois des décisions bien plus rapides que le cycle de décision qui est typiquement mensuel dans une grande compagnie, donc a imposé d'avoir des passerelles dites d'escalation, je ne sais pas si le terme est correct en français, où on doit rapidement avoir les décideurs souvent sur les trois dimensions, une dimension corporate, par exemple, le conseiller juridique groupe pour les questions de droit parfois, un directeur de filiale dans un pays donné et le directeur de la business unit de la division de manière transverse. Donc cet enchevêtrement en fait doit être protocolé de façon à bien assurer voilà, l'homogénéité de la décision et le bon fonctionnement. Donc, chez nous, ça s'est fait relativement simplement. On n'a pas eu besoin de créer de nouvelles structures. On a juste eu besoin d'avoir les bonnes personnes joignables et d'activer un processus à la semaine, comme je l'expliquais dans ma présentation, et parfois voilà, à la journée ou à l'heure, de façon à ce que les gens puissent être disponibles et connectés. Alors, bien entendu, nos moyens de communication modernes, le fait que tout le monde ait un téléphone mobile et un email à peu près n'importe où, facilite la préparation et voilà, facilite le tout. Donc, en fait, on est vraiment dépendant de nos systèmes d'information dans ce genre de crise. Donc, ça, c'est une première partie de votre de réponse. La deuxième question, vous pouvez me la rappeler? Alors du coup, je peux très bien vous le rappeler, effectivement. C'est comment avez-vous perçu le rôle de l'humain dans votre capacité de résilience et avez-vous identifié des comportements émergents et pour reprendre le terme du professeur Woods, des snafu catchers qui a participé dans votre capacité de résilience. Alors peut-être pour petit rappel, alors j'espère que je ne vais pas écorcher ce concept-là. Donc les snafu catchers, donc ceux qui ont cette capacité à gérer des situations dégradées qui sont même normalement dégradées. C'est peut-être une définition très barbare et le professeur Rose peut très bien me corriger après. Mais voilà, est-ce que vous avez identifié finalement des comportements humains qui vous ont permis justement d'être résilient et voilà, peut-être même, je rajoute un petit point par rapport à votre réponse auparavant, et vous l'avez bien introduit finalement, cette dimension humaine de la résilience, c'est que finalement cette capacité à mettre du lien entre les différentes organisations d'un réseau se faisait à travers des humains qui agissaient comme des passerelles avec les outils de communication finalement, pour la nécessité, comme vous disiez, d'avoir des outils de communication résilients qui soutenaient cette capacité à créer du lien et à interagir au sein d'un réseau. Voilà. Ok, très, très bonne question. Donc, plusieurs éléments dans ma réponse. La première, bien entendu, comme toujours dans ce genre de crise, on voit surgir des comportements dits héroïques. Donc, des gens qui prennent sur eux pour accomplir des tâches, des actions qui sortent largement de leur périmètre de responsabilité en temps normal. Donc ça, on a de multiples exemples de gens qui ont, par leur sens du devoir, puisqu'on y revient bien entendu dans ce genre de circonstances, motivation, souvent par un sens de l'intuition, de l'anticipation avancée, permis d'éviter des crises ou d'être vraiment proactif sur certains sujets dans nos usines, dans nos laboratoires. Et donc ça, on a une multitude d'exemples de gens qui se sont vraiment dépassés pour assurer la bonne continuité de nos activités opérationnelles. Au-delà de ça, d'un point de vue managérial, je pense qu'il est vraiment important de considérer la notion de fonctionnement par principe, de façon à autonomiser le plus possible les équipes, qu'elles soient des responsables de sites de production ou des responsables de filiales commerciales dans les différents pays. Donc la mise en place de grands principes directeurs, si vous voulez, qui régissent les décisions et les actions au niveau opérationnel est, à mon sens, extrêmement important. L'art de délégation, la fixation de grands principes, couplé à la fixation de seuils de déclenchement, permet en fait d'autonomiser les équipes. Donc, en mode de crise, ça devient tout à fait essentiel. Et
comme je l'avais indiqué dans ma présentation, hein, le schéma en 5 points nous a vraiment aidé dans ce sens-là. Donc, effectivement, il faut de l'humain, mais il faut de l'humain guidé. Et cette approche de gestion par grands principes est à mon avis, un aspect important pour voilà, la bonne gestion en situation dégradée, en situation de crise. Alors, souvent, parce qu'en fait, on est souvent obligé de prendre des décisions, quel que soit le niveau auquel on se situe dans l'organisation, sans avoir tous les éléments en main. Donc, vous voyez, l'identification de principes clairs permet quand même de faire avancer les choses dans le bon sens, sans avoir à faire du reporting ou à surcommuniquer avec son management. Donc, oui, donc voilà, l'humain, mais l'humain guidé. Hein, voilà. Bon, bah, merci beaucoup. J'avais une dernière question, mais je pense qu'on va aussi donner la parole à notre audience qui a posé beaucoup de questions. Peut-être avant, est-ce que c'est vrai que j'ai posé des questions plus en direction, en tout cas dirigées à M. Gauthier, mais je me demandais si ces questions-là pouvaient être voilà, parlées aussi à nos intervenants de Safran, ou est-ce que vous avez des éléments à rajouter par rapport à cette dimension-là? On a une relation un peu similaire. Je dirais que pendant la crise, au début, hein, donc entre janvier et mars, nous avions quand même des réunions pratiquement quotidiennes entre la cellule de crise Safran, hein, qui était pilotée au niveau du groupe, et les différentes cellules de crise mises en place dans chaque société. Donc, il y avait des points de communication, oui, c'était quotidien, hein, et ce qui permettait de rester coordonné et puis aussi de profiter justement des interactions entre les différentes cellules de crise, hein, qui concernaient différentes sociétés pour les communes ou enrichir nos plans d'action. Ensuite, j'ai parlé aussi de réseau. Hein, nous avions des participants santé, sécurité, sûreté, hein, dans certaines directions. Donc, nous avons aussi profité des réseaux métiers qui existent de manière, je vais dire, un peu informelle, hein, qui existent entre chacune des sociétés pour mettre en place ce réseau, un peu ce maillage au niveau du terrain. Okay, merci beaucoup. Alors, je vais prendre une dernière question de la part de notre audience avant de laisser la parole au professeur Woods qui veut bien nous honorer avec un petit mot justement de retour par rapport à ces différents éléments qui ont été abordés par nos intervenants professionnels. Donc, une dernière question dirigée vers M. Gauthier, de la part de Virginie Fernandez, et donc, qui vous pose la question alors, assez intéressante, qui demande est-ce que finalement plus de protocoles, puisqu'effectivement, il y a une surprotocolisation finalement qui a émergé pendant cette crise. Et la question, est-ce que plus de protocoles ne risquent-ils pas de créer plus de fragilité et limitant la capacité d'improvisation individuelle et collective, agissant ainsi sur, pour reprendre les termes du professeur Woods, la graceful extensibility? Oui, excellent. Donc en fait, pas forcément plus de protocoles dans notre retour d'expérience ici, hein, des protocoles différents, mais voilà, mais pas forcément plus de protocoles, hein, dans nos modes opératoires de gestion des affaires et de la conduite des affaires, on va dire en situation normale, on est déjà très protocolé. Donc en fait, on construit sur cette base de système résilient, hein, par opposition au système fragile, hein, pour reprendre les termes du professeur Woods précédemment. Donc voilà, on est déjà sur un système relativement résilient dans notre industrie, et on rajoute des protocoles de gestion de crise qui permettent d'accélérer la prise de décision et le reporting, vous voyez, d'éléments critiques pour le management. Donc en fait, c'est pas forcément plus de protocoles stricto sensu. Ok. Bien, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour vos réponses, pour vos différentes interventions aujourd'hui. Et donc, si vous me le permettez, je laisse la parole au professeur Woods pour un petit mot de la fin de cette première session des journées scientifiques, avant de reprendre la main pour la clôturer. Professeur Woods, merci beaucoup de reprendre la parole. Yes, I think the discussions have highlighted, I want to highlight one more thing that was well represented in the business discussion, and that is how you need to reprioritize.
We saw many different examples. We have new costs in some places, and we have to control in other. We have new tasks. We have resource shortages. We have to generate new capabilities. There was a lot of reprioritization or re-examining what exactly was most important when for different levels and roles. This goes back to the early days as we worked on what makes a resilient system, and that's an ability to make sacrifice decisions, to know when when we're in a new situation, when things have changed, when a surprise or a shock event has occurred, we have to decide what can we downplay or drop, and what do we have to emphasize. And training people at all levels, whether it's the flight director on a space mission, or whether it's the head of a multinational, whether it's the head of the crisis response team, at every level, these reprioritizations and sacrifices go on. Now, I want to call that out in two ways. One, in terms of responding during a shock. And remember the story we heard at the beginning about a meeting at the very early stages of the pandemic, that because the organization had early information, it had good monitoring and surveillance of what was beginning to happen through its normal channels and connection, the recognition that there was added risk. And so the important meeting was canceled, and it was, as described, not a particularly easy decision. In this case, events turned out to justify the sacrifice. You made a sacrifice judgment, and it turned out correct. That's the easy case, right? We've been here before. And if you want to see this described as a story, the story actually comes from healthcare and aviation and space all combined. It's in the 2006 First Resilience Engineering book. But the simple version is, how does everyone react if, when you made that sacrifice decision, later on it turned out to be unnecessary? If people react as it is an unnecessary decision when you make a sacrifice, you are encouraging everyone to press on. And that means they will go further into a risky situation. They will continue old action plans when they no longer fit a new kind of challenge case. And they will go on until something much more catastrophic results. And we've seen this, and we have studies of this in critical decisions in the operating room, as well as at the level of healthcare organizations. So it's really important in that story to recognize the test of a safety culture, the test of a good culture for resilience, is when you make a sacrifice decision, you have a basis in advance for making it. And it doesn't matter how it turns out after the fact. As I said in one of the spring talks about the pandemic, if you have overinvested and prepared for dealing with aspects of the fallout from the pandemic, you've won, you've succeeded. You can't thread the needle and invest just the right amount of resources, just the right amount of dollars here, or human expertise here, or change over here. The only way to survive a novel shock is to, in hindsight, it will look like you overdid this or that. It's inevitable if you do a reasonable response. So that's the point about during. Going forward, when the pandemic eases further, as we rebuild and reconstruct our processes and relationships, I want to emphasize the opportunity that will present to us, and that is to go back and reprioritize, to say, when do we value what? And you mentioned, the speakers mentioned several times their values in various French words for this poor English speaker, this poor barbarian who can only speak one language well. Though some people will question that as well. That you kept talking about having to rethink those values. And I think that is the big opportunity going forward, to say, what do we value when? How do they relate? What do we do when conflicts arise? How do we do this in a way that builds coordination, cooperation, and solidarity? And recognize that pure pursuit of
the short term and specific criteria like profitability in the short term will end up leading us in a position where we will be under prepared for the inevitable and serious shock events we will continue to experience. Merci beaucoup, professeur Woods, pour ce mot de la fin. Donc, reprioriser, repenser les valeurs pour une culture et repenser finalement les valeurs pour une culture qui favorise l'émergence de comportements résilients. On va essayer de pouvoir garder ça à l'esprit. Et merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup pour l'intervention de tout le monde, de tous les intervenants, pour ces interventions de qualité, pour ces présentations qui, j'espère, vont nous inspirer, pour inspirer autant de chercheurs que de professionnels. Et du coup, pour faire une petite transition, la journée scientifique ne se termine pas aujourd'hui. Il reste aujourd'hui, effectivement, demain matin, nous aurons l'honneur d'avoir l'intervention du professeur Woods, aujourd'hui, du professeur Paoli de la Naval Postgraduate School, ainsi que du commandant de vaisseau RIB et Jean-Louis Etienne, explorateur français, autour de la rubrique, de la session marine, plus marine et militaire. Et nous aurons l'occasion pour rebondir sur la question des services d'urgence et des services hospitaliers qui sont souvent revenus finalement lors des discours, qui interviendront plus demain après-midi. Donc je vous laisserai regarder le programme et je vous remercie encore pour votre participation et vous dis à demain.